C'est dimanche foot, le foot revient avec l'équipe de France bien sûr avant le match contre l'Ukraine, mais également la zone Afrique, la qualification du Cameroun, l'Algérie qui va affronter le Burkina Faso. On en parle avec nos experts, nos invités dans quelques instants, mais d'abord point complet sur l'actualité. C'est avec vous Perrine Storm, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. C'est le doublé pour la République tchèque qui remporte sa deuxième Coupe Davis de suite. La joie des Tchèques devant le public serbe à Belgrade. Les Tchèques qui conservent le fameux saladier d'argent. Novak Djokovic avait pourtant remis la Serbie en route dans l'après-midi de ce dimanche en l'emportant contre Thomas Berdych en 3 manches, 6-4, 7-6, 6-2. Meradek Stepanek a fait le métier en remportant le dernier simple de la journée face au Serbe Lajovic, 117e joueur mondial. Le Tchèque a dominé aisément le match en s'imposant en 1h57 de jeu. Victoire en 3 manches, 6-3, 6-1, 6-1. Et de 12 pour Sébastien Vettel, parti en pole position. L'Allemand a remporté le Grand Prix des États-Unis ce dimanche à Austin avec un record en prime, celui du 8e succès consécutif. C'est un de plus que Michael Schumacher. Vettel signe sa 12e victoire au total cette saison. Le quadruple champion du monde a encore une fois écrasé la concurrence. Derrière Vettel, l'homme fort de Lotus, celui qui tient tête au Red Bull, Romain Grosjean, a réalisé son meilleur résultat de la saison en terminant 2e devant Mark Webber. La Mercedes de Lewis Hamilton est 4e devant la Ferrari de Fernando Alonso, 5e. Jean-Yves Vergne est 12e, Jules Bianchi 18e, enfin Charles Pic est 20e. Fin de saison en beauté pour Sébastien Ogier, assuré du titre de champion du monde depuis le rallye d'Alsace. Le Français a conclu son année en remportant le rallye de Grande-Bretagne, sa 9e victoire en 2013. Le pilote Volkswagen a devancé d'environ 20 secondes son coéquipier Latvala. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Thierry Neuville. Le Belge, auteur, une fois de plus, une performance des plus solides, s'empare du titre honorifique de vice-champion du monde de la spécialité. Direction Lévis en Finlande pour le premier slalom de ski de la saison chez les hommes. Slalom dominé par l'Autrichien Marcel Hirscher qui prend la tête du classement général. Le champion du monde et vainqueur du globe de la spécialité a réalisé le meilleur chrono des 2 manches. Il s'offre son 10e podium consécutif dans un slalom de Coupe du Monde. Son compatriote Mario Matt termine 2e. Le jeune Norvégien Kristoffersen complète le podium. Côté français, Jean-Baptiste Grange est 7e devant Steve Missillier 10e. L'exploit revient à Julien Liseroux, 17e de retour après 2 ans d'absence suite à une grave blessure à un genou. 11 jours que les skippers de la Transat Jacques Vabre ont pris le départ du Havre, dernière ligne droite pour les 2 modes 70 attendus ce lundi matin dans la matinée au Brésil. Sébastien Josse et Charles Caudrelier comptent 57 000 d'avance sur Sidney Gavinet et Damien Foxal. Les IMOCA ont traversé le poteau noir, cette fameuse zone de convergence entre les 2 hémisphères. Et au dernier pointage, François Gabard et Michel Desjoyaux sont en commande de la flotte avec moins d'1 000 d'avance sur le PRB de Vincent Rioux et Jean Lecam. Et derrière eux, à 16 000, Jérémy Bayou et Christopher Pratt sur Maître Coq sont 3e, suivis par le safran de Marc Guillemot et de Pascal Bidégory. Voilà, tout de suite, on parle foot, on parle des barrages du mondial avec la qualification en Afrique du Cameroun. Absolument, le Cameroun qui rejoint notamment le Nigeria ou encore, quelle autre équipe s'est qualifiée en Afrique? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire contre le Sénégal. Merci Perrine Storm. Vous revenez évidemment pour le grand journal de la rédaction, l'équipe 21, avec Xavier Richefort. Nos invités, celui qui m'a sauvé la mise tout à l'heure parce que j'avais une petite absence, c'est Romarin Millon. Merci Romarin, mais effectivement la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. André Canabic également, 2 internationaux camerounais avec nous sur le plateau. Le Cameroun qualifié aujourd'hui contre la Tunisie. Nasser Sanjak, notamment ancien sélectionneur de l'Algérie. L'Algérie qui va jouer mardi contre le Burkina Faso, alors que le Burkina avait gagné au match aller 3-2. Avec nous évidemment notre gentleman footballeur, c'est Marc Libra et notre auteur, metteur en scène bien sûr. Le Cameroun, allons-y, le Cameroun qui va encore participer à une Coupe du Monde avec encore un très très bel effectif. Les images, match important aujourd'hui et les Camerounais qui ne sont pas passés à côté bien loin de là puisqu'ils se sont imposés 4-1 avec d'abord l'ouverture du score par Webo. On va revenir sur Webo qui a ouvert le score puisqu'apparemment on dit que c'est Eto'o qui a voulu que Webo joue. En tout cas, il a marqué, il a ouvert le score. Il y a eu Mukanjo ensuite à la 30e minute, puis Akaishi qui avait réduit le score, puis l'homme du match, c'est Jean II Makoun, le Rennais, qui a marqué un 3e but à la 65e, puis à la 86e de but pour Jean II Makoun, qui donc assoit la victoire des Lions indomptables. Victoire méritée, incontestable, rien à dire, Romarin.
Rien à dire. Victoire méritée. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais un contexte difficile. Match à domicile, match à pression. Quelques dissensions internes, mais tout le monde est au courant. Mais surtout, Samuel Eto'o qui provoque une réunion la veille entre tous les joueurs pour vraiment dire il me faut cette union sacrée pour le pays, pour la sélection nationale. Donc la veille au soir, des discussions entre joueurs et sur le terrain, ils ont fait ce qu'ils ont dit. Donc ça, c'est... Et à part en début de deuxième mi-temps où ils ont eu un peu peur, globalement, ils ont fait le job. Donc ça veut dire, André Canabi, que les tensions, les dissensions qu'il peut y avoir à l'intérieur du groupe ont été oubliées sur le terrain et que là, tous les Lions indomptables ont décidé de jouer ensemble pour la nation et pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Oui, c'est l'impression que j'ai eue cet après-midi. Et il y a un geste qui m'a beaucoup marqué à la fin du match, l'accolade entre Alexandre et Samuel Eto'o. Alexandre Song et Samuel Eto'o, et on sait qu'ils ne sont pas très amis, loin de là. Ce geste-là m'a beaucoup marqué. Même plutôt, je me suis dit, pas trop, quoi. Voilà, je me suis dit effectivement qu'il a dû se passer quelque chose avant le match. Comme Romano le disait, j'ai aussi eu cette nouvelle que le capitaine avait réuni ses coéquipiers pour décréter l'union sacrée et que toutes les dissensions, toutes les querelles et toutes les rancœurs, il fallait les mettre de côté pour déjà ce match. Et je l'espère pour le bon déroulement de la Coupe du Monde. Juste un point, il avait déjà fait cette démarche. Avant la CAN. Coupe d'Afrique. Et ça n'avait pas eu d'effet. Donc c'est pour dire que là, un objectif mondial donne un autre résultat parce que on se met un peu plus les mains dans le cambouis. Ça veut dire, Nasser Sanjak, quand on a des joueurs de qualité, parce qu'on va voir la composition de l'équipe du Cameroun, on connaît tous les noms, beaucoup sont passés en France, ils jouent dans de très grands clubs, sont vraiment des joueurs de très grande qualité, mais qu'en plus on arrive à avoir un collectif, à s'entendre, à oublier les rancœurs, etc., ça marche. La preuve. Il y a eu 2 matchs qui devraient être un exemple pour l'équipe de France, c'est le match du Cameroun et surtout le match du Sénégal, qui ont joué il y a 15 jours, qui ont joué la Côte d'Ivoire, où ils ont perdu 3-1, ou un match ils auraient pu en prendre 4-5, et ça s'est joué à un dixième, à 1-0. Ouais. Un partout à l'arrivée entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le Cameroun, au match aller contre la Tunisie, a passé un sale quart d'heure là-bas, elle aurait pu perdre 2-3-0. Ils ont réussi à se serrer les coudes, et aujourd'hui, ils ont été capables de se réunir et de parler sérieusement, leur montrer qu'à un moment, le Cameroun, c'est un petit peu comme dans toute l'Afrique, c'est qu'à un moment, le match, ça dépasse les joueurs, ça dépasse l'équipe et la fédération. À un moment, les joueurs font une union sacrée parce qu'autour, il y a une vraie pression du public. Et c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'équipe de France. S'il n'y a pas réellement l'engouement de tout le peuple français qui veut aller en Coupe du Monde, les dissensions risquent d'arriver. Qu'est-ce qui vous a séduit, Marc Libra, dans cette équipe du Cameroun aujourd'hui? Alors, cette union sacrée, en effet. Est-ce que vraiment le jeu a été phagocyté par Samuel Eto'o? On dit que c'est lui qui a installé Weibo. C'était plus compliqué, là? Ouais. Non, mais j'ai pas forcément aimé les déclarations cette semaine de Samuel Eto'o, qui a encore pleuré. Au match aller, il a dit il ne passe pas la balle. Il faut se rappeler qu'au match aller, pas la balle. Ils peuvent dire merci, le Cameroun a 0-0 au match aller. Il tange. Parce que s'il y a 4, voire 5-0, c'est fini le Cameroun, on n'en parte plus. Et là, je pense qu'il y a vraiment le bordel dans l'équipe. Donc Samuel Eto'o s'est plaint cette semaine. Oh, il y a un complot contre moi. Est-ce que... Alors, c'est encore Song qui met ça en place. Voilà. Donc après, certes, ils ont gagné. Il faut dire aussi que la Tunisie, des choix surprenants. Donc Abdenour, Aladiniaya, était blessé, n'était pas là. Le jeune Kazri, qui pour moi est un joueur intéressant, ne jouait pas. Donc il y a vraiment eu des choix bizarres de la Tunisie. Mais après, voilà, ils ne sont pas tombés sur une grande équipe. Et eux, ils ont été vraiment... Voilà, ils ont eu des occasions. Et un très bon Mukanjo, qui a peut-être fait la différence, mais j'ai pas trop aimé l'attitude de Samuel Eto'o. Alors certes, à la fin, il y a eu cette accolade. Il y a aussi lui qui a amené tous les joueurs devant la foule et qui s'est mis à danser. C'est vrai, certes, tout le monde s'est rallié derrière lui, mais j'attendais autre chose de lui. Il s'est permis à 3-1 de chambrer, faire des râteaux roulettes. Voilà, ça m'a dérangé un petit peu. Il n'était pas le seul. À la fin, exactement, l'équipe du Cameroun était un peu suffisant, était un peu facile. Il y a un truc à dire sur Eto'o, parce qu'on en a parlé un petit peu, tu ne vas rien révéler. J'ai beaucoup aimé l'intervention d'André, parce que vous avez dit tout à l'heure, en parlant de lui, vous avez dit il a décrété. C'est le mot que vous avez employé, je me suis permis de le noter, puis comme je sais que vous savez très bien le sens des mots, quand vous dites décréter, ça veut dire décréter. Il y a un côté monarque du foot international chez Samuel Eto'o. Il y a quelque chose d'assez marrant chez lui. Il parle de lui à la troisième personne, mais pourquoi pas, Alain Delon aussi, c'est un immense comédien. Il a dit un jour, Samuel Eto'o, je suis tellement populaire au Cameroun que pour me déplacer de mon domicile à l'aéroport, je pourrais marcher sur des gens.
C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, moi, je mettrais en parallèle l'image, pardon André, hein, et pardon vraiment les gars, mais de Drogba hier qui va s'arracher avec un ciseau pour empêcher son équipe de prendre un but, cette espèce de suprématie étoyenne, quand même, qui est limite chiante. J'ai aucune sympathie pour ce type-là, qui est un immense joueur de foot. Je suis désolé les Camerounais, hein, ne me tombez pas dessus après l'émission. C'est ton droit le plus absolu. Mais voilà, mais je trouve que vraiment, il y a quelque chose, c'est dommage, parce qu'avec le talent d'Eto'o, et quand même, alors là, on est dans les plus grands joueurs du monde, indiscutablement, mais en parallèle, tu mets Drogba et son humanité, qui est quand même extraordinaire, et tu mets Eto'o avec sa couronne permanente sur la tête, ça, c'est bon. Alors, c'est un problème, c'est un inconvénient ou c'est un avantage d'avoir Eto'o dans son équipe? Les deux. Les deux. Oui, les deux. Il n'y a pas de déséquilibre, quoi. C'est 50-50. C'est bien de l'avoir parce que c'est un grand joueur, mais en même temps, comme Voilà, humainement, donc, c'est pas... Comme ils viennent le noter, je crois qu'avec le talent de Samuel, ça ne souffre de contexte par rapport à ce qu'il peut apporter à l'équipe. Bon, maintenant, l'extra sportif, c'est autre chose à gérer. Donc, je crois que c'est ça qui est le problème chez le... Alors, Romarin après Marc Libra. Non, mais par rapport au parallèle avec Didier Drogba, en Côte d'Ivoire aussi, il y a des dissensions. On évoque un camp Yaya Touré, un camp Drogba. Donc on pourrait faire ce parallèle-là. Effectivement, dans la démonstration, celle d'Eto'o est plus bling-bling, médiatique, etc. Voilà. Mais donc Pacino, De Niro. C'est Borsalino, quoi, ton continent africain, d'accord. Romarin. Pour autant, et je te le disais tout à l'heure, mais pour autant, on peut dire plein de choses sur Samuel Eto'o. On peut dire que, mais il a toujours placé l'équipe nationale devant. Parce que, même s'il l'a quitté, il est revenu, il a dit je m'en vais. Non, il l'a toujours placé devant, même s'il a peut-être la volonté de la contrôler, mais il l'a toujours placé devant. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les joueurs. Romarin, cette déclaration cette semaine, c'est fait exprès s'ils perdent. Au moins, regardez, mais c'est prévu. C'était tout prévu parce que s'il perd, au moins regardez, moi il m'aimait pas, il y a eu un complot contre moi, et là il passe pour le héros. C'est pas forcément que lui. C'est intéressant ce qu'on dit parce que pardon Marc, mais en fait on est en train de parler de l'équipe de France. C'est-à-dire la capacité que les joueurs ont à se mettre derrière une entité nationale. On n'a pas, nous, ça. Non, on n'a pas ça. C'est pas Ribéry en tout cas. Voilà. On n'a pas Samuel Eto'o en termes de personnalité. Nasser et ensuite on cédera la parole à André. Sur ce problème-là de Eto'o en Afrique, chez la population, elle n'est pas traitée comme on la traite ici. Je veux dire, ça devient de fait qu'on ait un joueur comme ça, qu'on l'idolâtre, qu'on lui donne ce statut de féodal, de roi. Après, c'est comment ces sujets, parce qu'à un moment on est dans cette logique-là, acceptent ou font de la contestation. Il y en a qui acceptent, d'autres non. Oui, mais à un moment, tu vois... Il peut y avoir un soulèvement contre le Non, mais ce qui est marrant, je ne sais pas si tu as déjà vu, déjà vu des réunions de joueurs avec le ministre qui parle, et tu as Eto'o qui vient, qui discute, ou tu as Drogba qui se lève, qui tient un discours, et tu as tous les joueurs qui sont sous l'allégeance de ça. Dès qu'il y en a un qui bouge, voilà, on va lui dire t'es qui toi, t'as fait quoi. On a vu Nasser en France, on a vu Chirac, 1 et 2 et 3-0, faire ça devant Zizou. Ce qui est marrant, c'est qu'au-delà de tout ça, c'est que le Cameroun est là quand même. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer. Je les ai rencontrés en match, et c'est vrai que c'est un pays qui a une puissance de joueurs actuellement, et qui, malgré tous ces problèmes qu'on raconte, ils sont là. Ils sont toujours là, et ils sont encore là, André Canabi. C'est ce qu'on veut. Une Coupe du Monde avec le Cameroun, c'est quand même mieux qu'une Coupe du Monde avec n'importe quelle autre nation, on est d'accord? Tout à fait, parce que le Cameroun... Il ne veut pas dire le contraire. Non, mais je le pense en plus. Non, mais je voulais un peu rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur Eto'o? Non, pas seulement sur Eto'o. Je veux dire que même à l'époque où nous étions là, il y avait de très sérieux problèmes entre les joueurs. On n'était pas, nous n'étions pas toujours d'accord avec Bell ou bien Roger Mila. Joseph-Antoine Bell. Oui, on s'engueulait terriblement, mais dès qu'on se retrouvait sur la pelouse, on oubliait tout ce qui s'est passé. Et ça s'appelle une équipe. Un seul objectif. Même si parfois la préparation était, il faut le reconnaître, un peu aléatoire. Mais malgré tout, les joueurs donnaient tout sur le terrain. Et puis vous avez dit une chose, il faut se mettre dans un contexte africain. Je ne sais pas si vous avez vu le stade, mais il y a des gens partout. Il y a des gens sur les ponts, il y a des gens sur le... C'est pas Monaco, quoi. C'est pas Monaco. Le pays s'arrête surtout. C'est-à-dire, il y a le stade, mais il y a tout le pays qui s'arrête pendant le match. Partout. C'est-à-dire qu'on a l'impression, même si c'est pas un terrain c'est pas un stade de foot, c'est pas un stade de foot parce qu'il y a une piste, les gens sont très très loin, mais le public, on le sent. Il y a une pression. Tu as l'impression que tu peux pas sortir de ce stade si tu gagnes pas. C'est vraiment le 12e homme, le public. On est d'accord. Quand vous jouez au Cameroun, André, on est d'accord, le public qui est là, ça vous touche, quoi. Au Cameroun, et je crois même qu'en Algérie... On va en parler de l'Algérie, oui. Donc, le match est à 16h, à 10h, il y a déjà près de 20 000, 30 000 personnes à 10h. C'est incroyable. Alors, autre nation,
On souhaite pour l'Algérie que l'Algérie. Le Cameroun, c'est il y a fait. le Burkina Faso, voilà. Le Cameroun, c'est fait. Le Nigeria, c'est fait. La Côte d'Ivoire, c'est fait. L'Algérie, on va dire que c'est quand même ballottage favorable parce qu'au match aller, l'Algérie aurait pu gagner le match, mais elle a perdu 3-2. Mais ce match, normalement, l'équipe de Vaïd Eliodik C'est devait là. quasiment fait. Ouais, 6-1. Et le déjà. Ghana, c'est quasiment fait. On oui, peut oui. dire que 6-1. Voilà. La pression Ça est sur sera la l'Algérie. cinquième. Voilà, il manque une cinquième nation, même si La le Ghana pression est sur c'est quasiment l'Algérie. fait, c'est l'Algérie. Algérie ou Burkina. Là, quand on parlait de liesse populaire tout à l'heure, Nasser Sanjak, à Blida, bon, il n'y a plus de place, c'est même pas la peine d'y penser. Des émeutes pour avoir les billets, une quarantaine de blessés hier parce qu'il y a eu vraiment des mouvements de foule pour essayer de rentrer dans le stade. La presse Quand aussi. on parle du 12e homme, là aussi en Algérie, vous qui avez été le sélectionneur de l'Algérie aussi, c'est quand même une pression terrible, quoi. Le J'ai public. eu l'expérience en 2000 de gagner la Coupe d'Afrique avec la JSK. Ah ouais, c'est quand même. Et il y avait 100 000 personnes à 10h du matin, il y en avait 500 000 dehors. Il a fallu incroyable. 6 heures pour le quart d'aller à l'hôtel au stade. Il n'a pas bon bref. C'est qu'à un moment, Et quand tu vous vis êtes ça, quart de quand tu vis finaliste ça, de la CAN, quand vous êtes quart de finaliste de la CAN, avec nos amis. Mais bon, Camerounais. c'était au Ghana et le retour a été extraordinaire. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai eu la chance d'être là. Quand tu es vraiment sous une pression d'un match en Afrique, on ne le retrouve pas en Europe. C'est difficile de l'expliquer, ce qui se passe sur le terrain, la pression qu'il y a réellement sur les joueurs. Et c'est vrai que les joueurs en face sont liquéfiés. C'est vrai qu'il y a une telle pression sur eux qu'ils ne peuvent pas vraiment. donc ça les transcende pas d'une certaine manière. Ça peut peut-être les joueurs adverses. les joueurs adverses. Ah, hein. les joueurs adverses. D'accord. Je parle des joueurs Pas les adverses. joueurs Ça les algériens. liquéfie complètement parce que tu as une pression qui est terrible et qui est constante. Et c'est vrai que derrière, tu as tes joueurs qui volent pendant 30 minutes. Ils sont là-haut, quoi. Ils sont sur des nuages. En général, on fait des grands débuts de match à Blida. On joue bien là-dessus. C'est bien de jouer à Blida plutôt qu'à Alger. On a fait un stade fétiche. On avait un grand stade de 80 000 places qui est complètement obsolète, qui serait peut-être temps de changer. On a un stade qui est devenu fétiche depuis 6 ans, où on a gagné tous nos matchs là-bas, où il y a une ferveur, où le stade est beaucoup plus petit, où la pression est très forte. C'est vrai que au niveau du jeu et même au niveau de la qualité de la pelouse que Vaïd a réussi à mettre en place avec les joueurs qu'on a actuellement. Il serait bien de parler Rosso, des joueurs qui sont issus de la France et qui jouent là. Bien sûr, on va voir d'ailleurs la composition avec Marc On Libra. pourrait compléter une belle équipe là, de France. Bien sûr, bien sûr. Composition probable. Non mais vous avez raison, Nasser, vous avez raison. Je vous interrogerai aussi sur Vaïd Eliodik aussi, qui fait du bon travail avec la sélection des Fennecs. Voilà, composition probable évidemment, Marc Libra. Mais c'est vrai que là aussi, à l'instar du Cameroun, sont des noms que l'on connaît, ce sont des joueurs de qualité. Qu'on a vu passer C'est une comme grande nation de qualité. foot, l'Algérie, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, tous ces joueurs-là, on les a côtoyés, que ce soit Fegouli. On n'en voulait presque pas en France, donc il s'est expatrié en Espagne. Et aujourd'hui, il fait les beaux jours de clubs espagnols. Yebda, c'est pareil. Hein. Yebda, Medjani, Bougara, enfin tout ça, Champion du monde avec- c'est assez impressionnant. Au niveau de cette équipe, même Goulam, qui peut être le remplaçant de Mesba. En tout cas, ça va être très chaud. Et il fallait rajouter aussi une chose. La presse, nous en France, on se fait quelquefois, certains joueurs s'en prennent à la presse. Mais ce qu'a vécu l'Algérie là dernièrement, la presse est d'une méchanceté. Mais c'est violent, les articles sont violents envers les joueurs, envers le sélectionneur. C'est d'une violence rare. Il y a quoi? Il y a à peu près 3 semaines, un mois avant ce match-là. Non mais Marc, ce que je veux te dire, c'est que encore en France, quand il tente des articles, il y a de l'information, elle est Ouais, confirmée, ouais. elle est là. Mais nous, c'est un tissu de mensonges qui est radoté. C'est-à-dire que tu ne parles jamais. On va parler de Tu torchon, parles jamais, d'ailleurs, dans un tu instant parles avec jamais, Samir tu ne Boilly. parles jamais Romain, avec ouais. le journaliste, il te sort des articles en voiture, voilà, vraiment, tu n'existes nulle part. Et c'est tout le temps. Tu connais des sangs chauds. Ouais, ça, bien ça, sûr. mais voilà. Ça fait le feu. Romain Ravillon. La critique était aussi à juste titre. Quand on regarde la CAN, les équipes maghrébines à la CAN sont passées à côté. La Tunisie a presque failli passer pour la meilleure équipe maghrébine alors qu'elle n'avait pas les qualités de l'Algérie et du Maroc. Donc aujourd'hui, on a et l'Égypte qui n'y était pas et l'Égypte là qui en a pris 6. Donc on a un vrai problème aujourd'hui. Et donc la critique, elle est aussi acerbe parce que compte tenu du potentiel de ces équipes maghrébines, elles ne sont pas au rendez-vous. Mais t'inquiète pas, parce que moi, Vaïd, faire venir l'Algérie. Alors justement, Vaïd, Moi, pas peur du tout. j'aimerais avoir le sentiment d'André Kanabik et après je demanderai celui de Nasser Sanjak. Vaïd Eliodik fait du bon travail ou alors c'est vraiment cette sélection algérienne et ce football algérien qui est tellement doté de talent que finalement ça pourrait se passer sans entraîneur? Non, sans entraîneur, je ne dirais pas. Je crois que l'Algérie, c'est une terre de football. J'ai eu à aller jouer plusieurs fois. Ce n'est pas du tout facile, surtout jouer en Algérie. Je peux vous dire que c'est Ce sont des gens très calmes, très posés. C'est l'enfer qui attend Très posé. les Burkinabés là-bas. Donc, Un côté neutre. Il y a que des neutres. Tu connais les Comment Algériens c'était- André, allez-y. je disais, bon, ça va être l'enfer pour les joueurs burkinabés. Je connais l'ambiance en Algérie. Ouais. Et à Blida encore, Ah bah là, ça va être- c'est très chaud. C'est très chaud là-bas. Donc,
il va falloir que les Burkinabés soient vraiment solides mentalement. Alors, avec sans doute Alain Traoré qui n'avait pas joué le match aller, qui revient de blessure, mais qui sera là. Puis 3 pas aussi que Vahid Halilhodži craint particulièrement. Mais Vahid, il a un plan quand même, Nasser Sanjak, non? Oui, je ne sais pas s'il a un plan. Il a surtout le plan de penser comment on va défendre, parce qu'on est quand même sur le plan défensif, on n'a pas ce que tout pays africain doit avoir. C'est-à-dire que si le Cameroun a régné pendant des années comme le Nigeria ou l'Égypte, c'est que sur le bloc défensif, c'était intraitable. La Tunisie l'était aussi. L'Algérie l'a été en 2010 avec un bloc défensif très très costaud. Là, on ne l'a pas. Vahid est venu pour apporter un peu de jeu, pour nous dire qu'il faut jouer. On lui dit, mais c'est difficile en Afrique. Mais il dit non, il faut jouer. Donc c'est pour ça qu'en Coupe d'Afrique, on a perdu 3 fois. Mais bon, dans le jeu, on est soi-disant très bon. L'Algérie développe un peu de jeu. Le problème, c'est qu'en Afrique, il y a des choses qui sont incontournables. C'est que sur le plan défensif, on n'est pas encore là. Et là, j'ai peut-être plus peur. On n'a pas eu un autre match de référence comme l'équipe de France. Vous n'êtes pas très confiant. C'est pas que je ne suis pas confiant. Je dis que sur le plan défensif, on n'a pas cette rigueur qu'il faut en Afrique. Il y a une rigueur qui est incontournable. Les Cameroun là, c'est pour ça qu'elle est qualifiée encore aujourd'hui. Le Nigeria là, le Ghana là, elle est à part. Et il y a un autre point, c'est la vitesse. Il y a une vraie différence entre les équipes noires africaines et les équipes maghrébines. C'est que les équipes maghrébines, ces dernières années, elles ont du mal à développer de la vitesse dans les 40 derniers mètres. Très technique, mais elles ont du mal à changer de rythme. Alors qu'avant, dans les années 80 notamment, ça jouait vite et ça jouait bien au ballon. Je voudrais savoir, parce que Vahid Halilhodži a fait des choix, il a sorti les cadres de l'équipe aussi, quand il est arrivé il y a 2 ans. Ouais, mais... Et aujourd'hui, c'est des jeunes joueurs qui sont en place. C'est tout à fait ça. C'est un peu ce que je dis un peu partout, c'est que je dis, le problème, c'est de réguler cette pression. Est-ce qu'on va être capable d'être dans le jeu et pas dans l'enjeu? Parce que si on est dans l'enjeu et que ces joueurs-là n'ont pas l'habitude de vivre ce qui va se vivre... On parle d'un Ziani, par exemple, Ziani qui ne fait plus partie de la sélection. C'est dommage, c'est sympa de vous y amener, parce qu'il faut le vivre. Il faut être dedans pour voir dans l'œuvre ce qui se passe. Et même les joueurs algériens qui débutent, c'est-à-dire qui vont débuter ça aussi. Les joueurs, tu vois, ils n'ont jamais vécu ça. Ils vont le vivre. Et je pense que c'est un peu à double tranchant. Il faut vivre le stade omnisport à Yaoundé, le Cameroun. C'est un match à pression, mais c'est une cocotte minute, on n'imagine pas, c'est inimaginable. C'est incomparable avec l'Europe. C'est incomparable. Sinon, il y a le stade Marcel Picot à Nancy. Ou le stade Saint-Symphorien où a joué André très longtemps aussi, à Metz. C'est pas le même, on est d'accord. André, vous avez joué à Metz. Moi, je connais bien Marcel Picot. Je peux te dire que les vendredis soirs, un 22 décembre, il fait très froid, mais belle ferveur populaire. C'est pour se réchauffer. Là, on a vraiment l'impression que tout le peuple, toute la ville, tout le pays est là. Et tu ne peux pas décevoir. Tu vois, quand le Cameroun se qualifie comme aujourd'hui, à un moment, les joueurs, ils sont ce qu'ils sont. Mais ce qu'il y a derrière, la puissance du public, fait gagner l'équipe de fête. C'est ce qu'on veut ce mardi. Moi, j'espère, je ne sais pas. Si à un moment, l'équipe de France doit se renouer ou doit se reconnecter avec son peuple, je veux dire, le public doit faire gagner l'équipe de France. Alors, on va parler d'équipe, de stratégie. Ce sera peut-être pas le cas au Stade de France à Saint-Denis. Encore une fois, je suis désolé, mais ça sera très certainement le cas à Blida pour les Fennecs algériens. Ça, c'est clair. Il risque d'y avoir 2 poids 2 mesures. Alors, on espère en tout cas que l'Algérie et la France se qualifieront et rejoindront le Cameroun pour cette Coupe du Monde. Si aussi bien en Algérie qu'en France il y a élimination, le torchon risque de brûler, Samir Bouhaddi. Je crois que c'est le terme utilisé pour votre bouclage. Oui, le bouclage, on devait trouver un mot comme ça pour boucler cette magnifique journée et puis cette conversation extrêmement agréable avec des gens brillants et formidables. C'est le torchon, parce que le torchon a brûlé entre les journalistes, entre vous, les gratte-papiers, là, les commentateurs. Les baveux. Et cette équipe de France qui veut se faire aimer à tout prix, donc le torchon a brûlé. Alors vous écrivez des torchons et eux, ils jouent comme des torchons. Donc ce serait un peu ce mot-là. Donc le torchon a à moitié brûlé. Il y a peut-être encore une petite possibilité de faire comme les magiciens qui déchirent un bout de journal, qu'ils le brûlent et qui en sortent une colombe blanche de la paix, immaculée, etc. Voilà, donc ce serait torchon. On a écrit beaucoup de choses méchantes sur eux. On a dit beaucoup de choses méchantes sur eux. Ils ont fait des choses assez moche finalement sur le terrain, et avec un peu de chance tout ça va donner une sorte de feu salvateur, cathartique, et on va retrouver le bonheur, la paix, le partage avec ces joueurs de foot qui peut-être, je dis bien peut-être, je n'y crois pas du tout, vont réussir à se qualifier pour cette Coupe du Monde. Vous n'y croyez pas, car on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il parle de méchanceté. Je pense que si la France est éliminée, vous allez voir mercredi ce qui va se passer. Alors mercredi, il y aura lynchage. Et si l'Algérie est éliminée aussi, tu vas voir, ça va faire une belle semaine. Ça, on est bien d'accord. Jeudi, question de sport, 20h45. On va parler justement de l'avenir de l'équipe de France, qualifiée ou pas. Puis on aura l'occasion, notamment ce lundi, à 18h15, après la conférence de presse, pour encadrer la conférence de presse de Didier Deschamps avant le match contre l'Ukraine. On aura le plaisir de vous retrouver pour vous présenter une émission spéciale autour de ce match entre l'Ukraine et la France. On parlera également aussi des autres nations à venir pour les barrages en Europe et les barrages en Afrique. Merci infiniment, on a passé un moment délicieux avec vous, Romain Milong. Merci à André Canabic, merci à Nasser Sanjak.
Marc Libra et Samir Bouhaddi. Vous restez avec nous dans quelques instants. Une nouvelle édition du journal sur l'équipe 21. Passez une...